L'attaque des Titans est réputée pour avoir un scénario complexe et imprévisible, tout droit sorti du génie d'Isayama. Mais si je vous disais qu'il y avait en réalité un moyen de prédire de nombreux éléments très importants de l'intrigue, comme par exemple le déclenchement du grand terrassement ou le destin de certains personnages, et ce depuis pratiquement le début du manga. Un grand secret derrière l'attaque des Titans qui expliquerait énormément de choix d'Isayama. Et pour découvrir ça, il suffit de regarder du côté de sa principale source d'inspiration. Mais avant d'en arriver là, reprenons depuis le début. Comment Isayama a eu l'idée de l'attaque des Titans ? D'après les dires du mangaka, l'idée des Titans lui serait venue alors qu'il travaillait dans un cybercafé, en observant un client complètement saoul qui avait du mal à communiquer. Ajoutez à ça le fait qu'Isayama ait grandi dans une petite ville rurale entourée de montagnes, et que, enfant, il s'imaginait que des monstres se trouvaient au-delà de ces murs naturels. Et voilà, l'attaque des Titans était née, du moins son concept. Autour de celui-ci, Isayama devait ensuite créer tout un univers et une histoire. Et comme on ne crée jamais à partir de rien, il s'est inspiré de différentes choses. Par exemple, pour les Mars, il s'est inspiré de l'Empire romain, et pour les Eldiens, des peuples germaniques. Ça se voit notamment avec les noms des personnages. Quand on découvre l'enfance de Grisha Jäger, on ressent aussi une grande inspiration de la Seconde Guerre mondiale. Pas forcément très subtile d'ailleurs, avec un parallèle évident entre les Eldiens et les Juifs, avec des éléments comme le brassard, le ghetto, la déportation, etc. Mais cette inspiration de la Seconde Guerre mondiale peut aussi se montrer plus subtile. Par exemple, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les Eldiens se sont exilés sur une île, et pourquoi cette île est l'équivalent de Madagascar dans notre monde ? Oui, parce que la carte du monde de l'attaque des Titans, c'est juste la nôtre en retourné. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est inspiré du plan Madagascar. Le plan Madagascar était un vrai projet du Troisième Reich qui visait à déporter des millions de juifs de l'Europe vers Madagascar, qui était alors une colonie française. Un plan qui ne fut jamais appliqué et qui fut remplacé à terme par le plan d'extermination. Mais la Seconde Guerre mondiale n'est pas la plus grande source d'inspiration d'Isayama. Il y en a une autre, bien plus importante, qui a été déterminante pour un très grand nombre d'aspects du manga. Une source d'inspiration qui explique beaucoup de choix de l'auteur, comme par exemple pourquoi il y a 9 titans primordiaux. Pourquoi 9 ? Pourquoi Isayama a choisi de faire perdre un bras à Erwin et un œil à Anji ? Pourquoi Annie est emprisonnée puis libérée au moment du grand terrassement ? Et pourquoi il y a un grand terrassement ? Cette source d'inspiration majeure dans l'attaque des Titans, c'est la mythologie. Et plus précisément, la mythologie nordique. La mythologie, Isayama s'en est beaucoup servi pour créer son univers, et notamment ce qui en est à la base, à savoir les titans. Le terme de titan nous renvoie directement à la mythologie grecque, et on pense forcément à ce tableau de Goya où le titan Cronos dévore un de ses fils comme un kebab. Les titans de la mythologie grecque sont des créatures grandes et fortes, difficiles à tuer et qui mangent des humains. Du coup, ça colle bien avec nos titans du manga. Sauf qu'en fait, il y a une mécompréhension dans cette affaire. Parce qu'en vérité, les titans de l'attaque des titans ne sont pas des titans, ce sont des géants. Oi, mate. これ以上俺に建前を使うなら、お前の両足の骨を折る。 Le terme Kyojin en japonais se traduit en fait par géant, pas par titan. Donc Shingeki no Kyojin devrait plutôt se traduire par le géant assaillant. Et les géants, ce n'est pas dans la mythologie grecque qu'on les trouve, mais dans la mythologie nordique, sous le nom de Jotun. Et ces géants, ils vivent dans le Jotunheim, la terre des géants, qui entoure complètement Midgard, la terre des hommes, ce qui déjà peut vous faire penser à quelque chose. D'ailleurs, la traduction littérale de Midgard, ça serait quelque chose comme l'enclos du milieu. Ça renvoie au fait que le monde civilisé des humains est entouré par le monde sauvage des géants. Exactement comme la situation au début du manga en fait. Dans la mythologie nordique, tous les Jotun sont des descendants de Ymir. Tiens. Sauf que dans cette mythologie, Ymir ce n'est pas une petite fille sans défense, mais un lourd géant hermaphrodite, et c'est surtout la première créature vivante. Un être primitif, né d'une substance venimeuse, nommée l'Eitre, qui coulait de rivières glacées dont la source, appelée Vergelmir, se trouve sous la 3e racine du frêne Yggdrasil, l'arbre-monde, sur lequel reposent les 9 mondes. 9 mondes comme les 9 titans primordiaux. Et cette source de Vergelmir, elle est jalousement gardée par le serpent Nidhogg. Forcément, ça nous renvoie directement à la scène du manga où la jeune Ymir se fait poursuivre jusqu'à tomber sur un arbre gigantesque, et va s'aventurer dans ses racines et tomber dans une source étrangement profonde. Et dans cette source, elle va faire la rencontre d'une mystérieuse créature. L'inspiration est totale. Le parallèle avec Yggdrasil se retrouve à d'autres endroits du manga, comme par exemple dans le tout premier chapitre, le petit Eren fait une sieste sous un arbre dont on peut apercevoir 9 branches. Et puis de manière plus évidente, dans la dimension du chemin, l'arbre lumineux qui représente l'axe qui relie les Eldiens entre eux fait directement penser à Yggdrasil, qui est l'axe qui relie les 9 mondes.
Pour en revenir à Ymir, dans la mythologie, le géant se fait tuer par Odin et ses frères, qui vont utiliser les différentes parties de son corps pour créer le monde. Sa tête pour la terre, ses os pour les montagnes, ses cheveux pour les arbres, ses dents pour les roches, son sang pour les rivières, les lacs et la mer, etc. D'une certaine manière, c'est la même chose qui arrive à Ymir dans l'attaque des titans. Son corps va être utilisé pour créer un nouveau monde, dominé par les titans. Bref, Isayama s'est donc bien inspiré de la mythologie nordique pour créer son univers. Jusque-là, ça n'a rien de très surprenant. S'inspirer de l'histoire et de la mythologie, c'est quelque chose que font beaucoup d'auteurs de fiction. Ça permet de donner davantage d'épaisseur à son univers. Mais là où ça devient plus intéressant avec Isayama, c'est qu'il a pioché dans cette mythologie pour écrire ses personnages. Dans la mythologie nordique, ceux qui affrontent les géants, ce sont les dieux. Et donc, quoi de mieux pour les figures emblématiques du bataillon d'exploration que de s'inspirer des dieux qui trucidaient des géants à la pelle. Vous vous dites peut-être que ces parallèles vont être complètement tirés par les cheveux, mais attendez la suite. Par exemple, pour Erwin, le chef du bataillon d'exploration, on a Tyr. Tyr est le dieu du ciel, de la guerre, de la justice et de la stratégie. Et à l'origine, il était considéré comme étant le chef des dieux, avant d'être supplanté par Odin. On peut assez facilement l'identifier à Erwin, qui est un grand stratège et le chef du bataillon d'exploration. Mais le plus intéressant, c'est que Tyr est notamment connu pour avoir perdu son bras droit, qui s'est fait dévorer par le loup Fenrir. Dans ce mythe, les dieux veulent enchaîner Fenrir car ils le considèrent comme trop puissant et dangereux. Ils fabriquent donc plusieurs chaînes et le mettent au défi de s'en libérer. Le loup, pour accroître son prestige, accepte et réussit à chaque fois. Les dieux vont donc finalement créer un ruban magique qui enchaînerait Fenrir de façon permanente. Mais Fenrir va se montrer méfiant. Et pour se laisser passer le ruban, il va demander à ce qu'un dieu mette sa main dans sa gueule en guise de bonne foi. Tyr sera le seul assez courageux pour le faire. Et lorsque Fenrir va découvrir qu'il ne peut pas se libérer du ruban, il va dévorer la main droite de Tyr. Erwin va lui aussi perdre son bras droit. Et de manière symbolique, on pourrait aussi dire que c'est la conséquence indirecte d'avoir brisé un serment. Parce qu'on découvrira par la suite que Erwin ne se bat pas pour l'humanité, comme il est censé le faire, mais qu'il se bat et envoie des soldats à la mort pour des motifs égoïstes, pour vérifier si les théories de son père sont vraies. Passons maintenant à Hanji, qui est sûrement le parallèle le plus évident de tous, un parallèle avec le dieu Odin. Odin est le dieu des morts, de la victoire et du savoir. Et Hanji, on le sait dès qu'elle est introduite dans la saison 1, est passionnée par les titans et a une approche scientifique. Elle veut toujours apprendre plus de choses. Un autre attribut important d'Odin, c'est sa lance, Gungnir. Et Hanji, de son côté, est à l'origine de la confection des lances foudroyantes. Des lances. Mais c'est peut-être une coïncidence. Et de la même manière que Odin a remplacé Tyr dans le rôle de chef des dieux, Hanji remplace Erwin à la tête du bataillon d'exploration. Mais l'indice le plus frappant, c'est l'œil crevé et la façon dont ça arrive. Dans la mythologie, Odin sacrifie son œil pour pouvoir boire à la fontaine de Mimir, la source qui renferme la sagesse et l'intelligence. Dans le manga, Hanji perd son œil au moment de l'explosion provoquée par le titan colossal. Mais si elle survit, c'est parce que l'un de ses subordonnés la jette au fond d'un puits. Et comme par hasard, la fontaine de Mimir est souvent représentée comme étant un puits. Suite à ça, Hanji et le bataillon accèdent au sous-sol de la maison d'Eren, qui, comme la fontaine de Mimir, renferme la connaissance, la vérité. Et puis bon, si ça vous suffit pas, dans un des mythes, Odin est suspendu par les pieds 9 nuits et 9 jours à Yggdrasil, pour obtenir la connaissance des choses cachées. Il est donc surnommé Hangatyr, le dieu des pendus, ou Hanged Man en anglais. Pas besoin de vous faire un dessin, je pense. Le cas de Levi est plutôt simple. C'est le plus fort soldat de l'humanité, et le plus fort des dieux, qui est connu pour détruire des géants à la chaîne, c'est Thor. Thor, tout comme Levi, est loyal et craint des géants. Dans les mythes, son père est un dieu et sa mère est une géante, ce qui fait que Thor est lié par le sang à la chose qu'il déteste le plus au monde. Et de la même manière, en tant qu'Ackerman, Levi est aussi lié aux titans. Et d'ailleurs, en parlant des Ackerman, le clan Ackerman est inspiré de guerriers bien connus de la mythologie nordique, les Berserkers. Et on retrouve un certain nombre de similarités entre les deux. Les Berserkers sont les guerriers du dieu Odin, et ils servent de garde rapprochés, de garde du corps, aux dieux et aux rois. C'est quelque chose qu'on retrouve chez les Ackerman, qui sont en quelque sorte chacun le garde du corps d'un individu, à qui ils vouent une fidélité sans faille. Kenny avec Uli, Levi avec Erwin et Mikasa avec Eren.
Deuxièmement, quand les berserkers se lancent dans la bataille, ils entrent dans une sorte de transe, qui décuple leur force et les fait se battre avec fureur. Les Ackerman ont quelque chose d'assez similaire, au moment où ils éveillent leur pouvoir. La différence avec les berserkers de la mythologie, c'est que les capacités physiques qu'ils acquièrent le sont de manière permanente. Sig, du moins à sa première apparition dans la saison 2, pourrait être inspiré du géant Utgard Loki. Dans la mythologie, ce géant vit dans le château d'Utgard, dans lequel il va soumettre Thor, Loki et leurs serviteurs à des épreuves impossibles, qui ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Par exemple, Thor va participer à un concours de beuverie, mais il va échouer après avoir bu 3 immenses gorgées, parce que la corne dans laquelle il boit est en fait reliée à l'océan. C'est un géant qui aime bien tester la force de ses victimes, un peu comme Sig en fait. Dans le manga, le lieu où Sig installe son quartier général pour sa première incursion sur l'île s'appelle le château d'Utgard, et les membres du bataillon qui y trouvent refuge vont devoir affronter une difficile épreuve, avec des conditions inattendues et injustes, comme par exemple le fait que les titans qu'ils affrontent puissent se mouvoir la nuit, ou alors le fait que Sig leur balance des cailloux depuis le mur. Pour le reste du manga, Sig pourrait être inspiré de Jormungand, un serpent des mers géant qui produit de l'eitre, le fameux venin qui est à l'origine d'Ymir et donc de toute vie. Ça pourrait plutôt bien coller avec Sig, qui avec son liquide céphalorachidien peut créer des titans. En plus de ça, Thor et Jormungand sont comme des ennemis jurés dans la mythologie nordique, et ils vont s'affronter à 3 reprises. Et lors de leur 3e combat, ils vont s'entretuer. Ça ressemble pas mal à l'histoire de Sig et Levi. On a bien 3 affrontements entre les deux, et puis à la fin du 3e, on a la mort symbolique des 2 personnages. Un de mes parallèles préférés est celui d'Annie avec Fenrir. Déjà, on peut dire qu'Annie a un caractère de loup solitaire, avec un côté assez féroce, mais la ressemblance se trouve surtout dans la façon dont elle est capturée, puis libérée. Pour réussir à enchaîner Fenrir, les dieux ont dû s'y prendre à plusieurs reprises, jusqu'à ce que finalement ils réussissent grâce à la ruse. On retrouve la même chose pour Annie. Le bataillon a essayé de la capturer plusieurs fois, sans succès, et c'est finalement une ruse qui va avoir raison d'elle. Et comme Fenrir avec le ruban, Annie était méfiante. Une fois qu'elle est capturée, Annie va être enfermée dans un cristal et enchaînée, tout comme Fenrir. Et dans la mythologie nordique, une prophétie dit que le jour du Ragnarok, toutes les chaînes seront brisées et que Fenrir sera libéré. C'est exactement ce qui va se passer avec Annie. Pour lancer le grand terrassement, Eren va devoir briser tous les durcissements, ce qui de fait va libérer Annie. La prophétie s'est donc réalisée. Ah oui, parce que le grand terrassement, c'est clairement le Ragnarok. Vous avez sûrement déjà entendu parler du Ragnarok, tout simplement parce qu'il y est beaucoup fait référence dans la culture populaire. Perso, j'ai découvert ce terme enfant en jouant à Age of Mythology, et pour moi, c'était un pouvoir qui transformait tous mes paysans en super guerriers. Un peu comme... Dans la mythologie nordique, le Ragnarok, en gros, pour faire simple, c'est un peu la fin du monde, l'apocalypse. On pourrait traduire le terme par quelque chose comme le destin final des dieux. Le Ragnarok est précédé de grosses batailles où il n'y a pas d'honneur et d'événements apocalyptiques, comme le Fimbulvetr, un hiver de 3 ans pendant lequel on ne voit pas le soleil. À l'avènement du Ragnarok, il est expliqué que la terre tremblera, que les montagnes s'écrouleront et que tous les liens céderont, libérant ainsi Fenrir. Il y aura ensuite une bataille décisive entre les dieux et les géants. Enfin, Surtr, le géant du feu, incendiera le monde entier. Le cas de Surtr est assez particulier, parce que plusieurs personnages du manga y sont associés. On ne sait pas grand chose de ce géant, si ce n'est que c'est lui qui lance le Ragnarok et qu'il vient du sud. Eren est évidemment un parallèle de Surtr. C'est lui qui lance le grand terrassement, et d'ailleurs il le fait depuis Shiganshina, le district le plus au sud de l'île Paradis. C'est aussi Eren qui frappe le premier coup en lançant l'assaut sur Mar, ce qui va lancer les événements qui vont directement déboucher sur le grand terrassement. Mais le colossal de Berthold peut aussi nous faire penser à Surtr, vu qu'il arrivait du sud et qu'il a déclenché au début de l'histoire une sorte de mini Ragnarok dans Shiganshina. Un autre personnage avec qui on peut faire un parallèle, c'est Grisha. Lui aussi arrive du sud, et d'une certaine manière, il est l'élément déclencheur de toute l'histoire. En plus, sa forme de titan ressemble pas mal aux représentations qui sont faites de Surtr. Mais bon, ça reste surtout Eren. Surtr va être le premier géant à traverser le Bifrost, ce magnifique pont arc-en-ciel qui mène à Asgard. Mais Surtr ne va pas s'arrêter pour admirer le pont arc-en-ciel, il va à peine le regarder, et va avoir le regard fixé sur Asgard, là où sont ses ennemis.
C'est un comportement très similaire à celui d'Eren à la fin de la saison 3 quand le bataillon arrive à l'océan. Tout le monde est émerveillé et en train de célébrer, sauf Eren, qui regarde vers l'horizon, vers au-delà de l'océan, là où sont ses ennemis. Et il sera parmi l'un des premiers à le traverser. En plus de Surtre, Eren a aussi quelques similarités avec Odin. Dans la mythologie, après qu'Odin ait acquis la sagesse, il a pu voir le sombre futur qui attendait le monde et qui l'attendait lui. Et à partir de là, on dit de lui qu'il arrêta de sourire. Un peu comme Eren, qui après avoir touché la main d'Historia et vu les souvenirs du passé, devient blasé et beaucoup plus sombre. Comme Odin, Eren va se crever un œil pour pouvoir s'infiltrer chez les Mar et donc gagner de la connaissance et des informations, et à terme avoir accès au pouvoir de l'originel. Et Odin est aussi accompagné en permanence de 2 corbeaux messagers, Hugin et Munin, qui sont comme ses yeux et ses oreilles. Et on voit bien que les oiseaux semblent avoir une certaine importance par rapport à Eren. En plus de l'univers, des personnages et de l'intrigue, l'influence de la mythologie nordique va aussi se retrouver dans les thèmes du manga. La question du cycle de la haine, des guerres récurrentes et sans fin, on les retrouve aussi dans cette mythologie, où les dieux et les géants sont en guerre depuis la nuit des temps à cause du meurtre d'Ymir par Odin et ses frères. Dans le manga, les Mar et les Eldiens s'affrontent sans cesse, à chaque fois en représailles d'actions passées. C'est même le sujet au cœur du manga. Si Eren lance le grand terrassement, c'est parce que les guerriers Mar ont d'abord détruit le mur, ce qui a conduit à la mort de sa mère. Et si les guerriers Mar ont détruit le mur, c'est parce qu'il y a eu des siècles de domination de l'empire d'Eldia, etc. On peut remonter jusqu'à l'origine comme ça. La question que pose Isayama avec son manga, c'est est-ce que l'humanité sera capable de briser ce cycle de la violence et de la destruction, dans lequel elle est engluée depuis toujours? La mythologie nordique a sa propre réponse, et le mangaka nous propose aussi la sienne, mais il faudra attendre la fin de l'anime pour pouvoir en parler. Bref, on pourrait trouver d'autres parallèles entre l'attaque des titans et la mythologie nordique. Par exemple, Mikasa pourrait être inspiré de Freya et de son fameux collier, qui serait devenu une écharpe. Ou Armin pourrait être inspiré de Baldr, le dieu de la beauté, qui revient du monde des morts. Ou peut-être que pas du tout, et que pour le coup, c'est juste des coïncidences. Et même quand Isayama s'inspire, il y a toujours des différences avec la mythologie. Par exemple, même si Annie est clairement inspirée de Fenrir, une fois qu'elle est libérée, elle ne va pas aller aider Eren pour son grand terrassement. Au contraire, elle va vouloir l'arrêter. Alors que Fenrir, pour le coup, il rejoint le camp des géants dans le Ragnarok. Tout ça reste de l'inspiration, pas du plagiat. Isayama a simplement pris des éléments de la mythologie nordique et les a adaptés à son idée initiale. Il s'en est servi pour enrichir son univers, ses personnages et son intrigue. Et perso, je trouve ça super intéressant d'en avoir conscience. Ça permet de mieux comprendre l'œuvre et le cadre dans lequel elle s'inscrit, de mieux comprendre les choix de l'auteur, pourquoi il a raconté l'histoire de cette façon-là. En tout cas, je trouve ça assez dingue que, en théorie, quelqu'un avec une bonne culture de la mythologie nordique aurait pu prédire dès la saison 1 une bonne partie des événements du manga, le sort de plusieurs personnages, et notamment que tout ça se terminerait sur un bon vieux Ragnarok. Et il y a même encore d'autres choses qui auraient pu être prédites, mais on va pas en parler pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas lu les scans. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, et sur ce je vous dis... Imada, Mikasa.